Imaginez que votre voyage commence sur un fleuve mythique, le Mékong. L'un des plus longs fleuves du monde et qui traverse 6 pays de l'Asie du Sud-Est. Vous êtes au Laos, entre Chine, Birmanie, Thaïlande, Vietnam et Cambodge. Imaginez maintenant, glissant doucement le long de forêts encore intactes ou de villages de pêcheurs, que de ce fleuve princier vous pouvez remonter le temps. Et lentement, vous allez en des temps très anciens. Vous voici dans une forêt ancienne du Nord Laos. Vous êtes arrivé à Bokeo, le pays des animaux au long bras, les gibbons. Cette forêt primaire, âgée de plus de 7 siècles, est l'une des rares réserves autonomes du Laos. Une forêt qui trouve son importance dans sa canopée, c'est-à-dire dans la partie supérieure de la forêt, dans ces quelques mètres d'épaisseur où se concentre plus de 80% du feuillage des arbres et où les plantes y synthétisent plus de molécules complexes qu'au niveau du sol. Dans ce lieu hors du temps, les hommes vivent dans les arbres et volent dans les airs. Ce projet de protection d'une forêt primaire s'appelle la Gibbon Experience. Un monde imaginé par un ancien coopérant et professeur de français, Jean-François Remaud, dans un seul but, préserver la forêt. Ce qui m'a emmené ici, c'est avant tout une volonté de réussir quelque chose d'ordre de la protection de la forêt ancienne. Et j'ai toujours trouvé qu'il y avait peu de résultats dans les tentatives de protection de forêts tropicales. Donc j'avais en tête qu'il fallait trouver un angle différent. Et comme je suis grimpeur, c'est en grimpant aux arbres que j'ai trouvé un angle différent. Il fallait construire des maisons dans les arbres, c'est ce que j'ai estimé et pour le moment c'est ce qu'on a fait. Après on a aussi conçu des moyens d'y accéder. La tyrolienne qui part de la montagne et qui permet de descendre au sommet de la canopée, c'est une invention à moi. Architecture suspendue ou en forme de géode, chaque cabane est différente et toutes ces constructions en bois sont de véritables prêt-à-porter s'adaptant à chaque arbre. Elles peuvent recevoir de 4 à 8 personnes et l'idée est de vivre pendant 3 jours au-dessus de la forêt, totalement dans les arbres.
Nos constructions étaient véritablement expérimentales. On n'a pas cherché à le faire savoir de trop, à trop s'en vanter, dans la mesure où on attendait de voir quand même ce que ça allait donner. Et puis enfin, je dirais comme toutes les choses qui sont bien faites, ça se sait. Tu la passes autour de toi, tu te tiens comme ça et tu attrapes la sangle. C'est mieux pour vous. Tu connais le chemin. Vous savez ce que vous faites, jeune homme. Quand vous vous arrêtez, il faut attraper le câble. Une main par-dessus. Je sais. On arrive aujourd'hui avec un nombre de visiteurs qui est de l'ordre d'une dizaine ou d'une quinzaine par jour, à protéger un espace de maintenant 136 000 hectares, ce qui fait quand même une assez grande zone. « 136 000 hectares sont aujourd'hui protégés avec seulement 6 cabanes, construites à l'orée de la forêt et espacées les unes des autres de plus d'1 kilomètre. Les voyageurs viennent du monde entier, comme ce couple d'Américains qui parcourt le monde avec leurs 2 enfants sur une année, une véritable école de la nature. Vous avez vu quelque chose? Il est beau. C'est peut-être un martin-pêcheur, avec le vert, le rouge. Et il est tout près, sur cette branche. Il est magnifique. Tu le vois, Abby? Juste là, tout près. Tu le vois avec le rouge? On a dû apprendre aux enfants qu'on ne peut pas toujours voir ce qu'on voudrait voir. Avoir de la patience. Et peut-être qu'au final, vous ne le verrez pas, même si vous êtes venu de si loin. Mais alors vous regardez d'autres choses. Vous regardez les papillons et les oiseaux, les tyroliennes. Et les cabanes et tout. Il y a beaucoup de bonnes choses ici. Dans le guide, j'ai lu qu'ils vont faire encore quelques cabanes sur le périmètre près des villages. Et que chaque village s'occupera d'une cabane. Alors c'est très bien. Il y aura beaucoup d'emplois pour les gens du village. Et je pense que c'est très bien parce qu'il y a plus d'opportunités pour eux. En tant que constructeurs, ingénieurs et guides. Le projet de Jean-François fait vivre plusieurs villages autour de la forêt. Il emploie plus de 50 Laotiens à temps plein, des guides pour la canopée, des ouvriers pour les maisons, pour l'intendance et une dizaine de gardes forestiers. Les gardes parcourent des centaines d'hectares pour surveiller cette forêt vierge, peuplée à l'époque d'hippopotames, de tigres et de nombreux braconniers.
Ces hommes appliquent strictement la loi concernant la protection de la forêt et passent leur temps à traquer les derniers braconniers. Quand on marche dans la forêt, il faut savoir rester très silencieux. Il faut observer les traces de pas. Et il faut se taire pour écouter. Vous regardez aussi le ciel pour voir s'il n'y a pas de fumée. D'une manière générale, il faut savoir rester très discret et faire attention aux braconniers. Ils sont souvent armés. Nos gardes forestiers sont les gens les plus qualifiés pour traquer, pister et maintenant arrêter, confisquer les armes, mettre les menottes, emmener en prison, etc. Il y a 2 ans, je crois qu'on a brûlé 200 fusils à la fin de l'année. L'année dernière, 60. Cette année, si on en brûle 15, je ne sais pas si on y arrivera. Ces hommes de la forêt protègent aussi les derniers gibbons, ces grands singes dont les sifflements sont entendus de très loin. Les gibbons à poils noirs se trouvent principalement dans les forêts d'Asie. Ces primates, difficiles à observer, défendent leur territoire à l'aide de gestes et de cris émis par couples mâle-femelle. C'est une population que j'avais identifiée, enfin découverte, observée, qui m'avait passionné, jusqu'à ce que j'arrive avec un copain et sa caméra. On a pu les filmer de suffisamment près pour les montrer à des spécialistes qui nous ont dit mais ces gibbons n'existent plus, c'est pas vrai ce que vous nous montrez. On dit bon ben venez voir. Et ils sont venus, le Muséum d'histoire naturelle de Paris à ce moment-là, non, de Hanovre. Et voilà, c'était des gibbons qui étaient supposés éteints depuis les années 50 et qui ont une légère petite différence par rapport à d'autres gibbons qui ne sont pas encore éteints. Dans le monde, les forêts primaires, c'est-à-dire les forêts jamais touchées par l'homme, n'en représenteraient aujourd'hui plus que 5 à 10% des forêts de la planète. Et une forêt secondaire a besoin de 7 siècles pour revenir à un état primaire. Si jamais un jour il ne reste plus qu'un seul hectare dans le monde entier, tout le monde va se l'arracher, on va se dire il vaut des milliards et des milliards. Donc avant d'en arriver là, donnons la juste valeur à la forêt. Votre voyage continue lentement sur une rivière, un affluent du Mékong, et vous partez vers le nord-est, dans le pays des montagnes.
La richesse du Laos, ce sont aussi ses nombreuses minorités ethniques. Et en dépit de l'histoire, des nombreuses guerres dont a été victime ce pays, la plupart de ces cultures locales, souvent très anciennes, ont su rester bien vivantes. Daniel arpente les régions reculées de la Thaïlande et du Laos depuis une vingtaine d'années. Il organise chaque année des treks et fait découvrir ainsi à de tout petits groupes de voyageurs les montagnes du Nord Laos. Des montagnes où l'agriculture sur brûlis, pour la culture du riz, change radicalement les paysages. Vous arrivez chez les maîtres des hauts, les Camous. Ici dans les montagnes, les ethnies ont conservé leur culture, leurs croyances et leurs coutumes. Une société restée fondamentalement villageoise, montagnarde et agricole. Pour Daniel, ce village est une découverte. Il effectue un repérage pour de prochains treks avec des voyageurs. Parlant couramment lao, sa première obligation est de rencontrer le chef du village, Bunche Segaloun. Et le chef du village apprend à Daniel que certaines maisons proposent aux voyageurs de passage une chambre pour la nuit. Pour ces agriculteurs montagnards, toute l'année tourne depuis des siècles autour de la culture du riz, du tabac et du maïs, et les saisons rythment leur vie. Ce monde rural représentait il y a encore peu la société lao dans sa presque totalité. Il y a encore une quinzaine d'années, il fallait un permis spécial pour accéder à ces régions. Et l'arrivée de voyageurs est une preuve pour ces Lao que leur monde s'ouvre. C'est vraiment la simplicité et la gentillesse des gens. La non-agressivité, le contact avec la nature. Les enfants apprennent à pêcher très jeunes, ils sont autonomes, il n'y a pas de règles très strictes, les enfants sont très libres, les anciens sont respectés. Donc il y a des tas de valeurs qui ont disparu en Occident. Il faut venir dans le Nord, dans les minorités ethniques, pour vraiment ressentir ce voyage dans le temps. Le soir, autour du chaman, du chef du village et du responsable du Parti communiste, c'est la traditionnelle veillée. Et Daniel écoute ces hommes évoquer leur quotidien, leurs difficultés, leurs croyances et leurs craintes. Ils parlent de leur village qui pourrait un jour disparaître,
comme tant d'autres dans ces montagnes. Le gouvernement Lao, pour mettre un terme à l'agriculture sur brûlis, déplace petit à petit ces villages vers les plaines. En redescendant des montagnes, vous retrouvez le Mékong. Pour aller vers le sud, vers la perle du Mékong, Luang Prabang. Et votre voyage devient plus spirituel. Et vous voici à Luang Prabang, l'ancienne capitale des rois du Laos, le centre de la culture Lao et de la tradition spirituelle. Maintes fois reconstruite et restaurée, la petite cité hors du temps a été déclarée patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO en 1995. Il faut savoir ici prendre son temps pour découvrir les détails infimes qui font de cette cité un lieu comme en suspension. La beauté ici, elle est dans le moment. Elle est simplement dans un moment, dans un instant. C'est peut-être ça le charme de Luang Prabang, c'est ce côté providence, ce côté éphémère, ce côté intemporel. Intemporel comme l'art de la broderie au fil d'or, pratiqué jadis à la cour de Luang Prabang. Un art créateur de costumes d'apparat, d'accessoires religieux et d'objets, doté d'une grande sacralité. Un art que perpétue encore Tiao Somsanit. Initié dès son plus jeune âge à cette technique par son grand-père, le dernier vice-roi du Laos. On ne peut pas parler de la culture Lao sans avoir une connaissance de la culture du Siam, de la vallée du Mékong, de Haut-Tonkin ou du Vietnam, de la Chine et du Yunnan, du Cambodge, avec ses danses, avec ses cultures. On ne peut pas parler de la culture Lao sans avoir une connaissance du monde indien, du monde sinisé et du monde malais.